Oui, je m'appelle Pascal Vieux, je suis gestionnaire des collections végétales pour un établissement public de coopération culturelle dans le Finistère. Donc je vais essayer de vous détailler un petit peu comment ça marche et les particularités de notre structure par rapport aux collections végétales. Donc jusqu'en 2005, dans le département du Finistère, donc, qui est propriétaire de 16 sites patrimoniaux, il y avait en particulier 5 grands sites qui étaient gérés chacun par une association loi 1901. En 2005 a été créé le PCC, Établissement public de coopération culturelle, Chemin du patrimoine en Finistère. Donc, un joli nom à rallonge, qui a permis donc de fédérer ces différents sites. Alors, problème quand on tourne le dos. Donc un EPCC est un établissement culturel et donc pas scientifique. Il fonctionne à partir d'un projet culturel pour une durée de 3 ans qui peut être reconductible. Et donc celui de notre PCC fonctionne sur 3 axes majeurs. La diversité culturelle, le lien avec les territoires et le développement des publics. Sachant que le public prioritaire, le public numéro 1 pour nous, c'est le public famille. La définition qu'on a retenue du public famille, c'est 2 générations. Que ce soit papa, maman, tata, nounou, on s'en fiche. Des adultes avec des enfants, c'est une famille. Ensuite, on a les publics empêchés. Donc, ce sont les handicaps, ce sont les problèmes sociaux, économiques. On fait beaucoup d'actions autour des migrants, notamment. Voilà pour les principaux objectifs de notre établissement. Les objectifs de la création de cette EPCC, c'était aussi d'avoir plus de cohérence dans la programmation et dans l'offre au sein des territoires. Ces sites-là, alors, on va essayer de voir à quoi ils ressemblent. Non, décidément, ça ne va pas. Donc voilà comment ils sont disposés à l'intérieur du Finistère. Donc en gros, il y a un site pour chaque région du Finistère, parce que le Finistère est une mosaïque de petites régions. On n'a pas de site marin, ce qui est assez délirant pour le Finistère, ne pas avoir de site côtier ou marin, mais bon, voilà, c'est comme ça. Grâce à ce maillage territorial, on essaye d'obtenir plus de cohérence dans la programmation, déjà, et dans l'offre dans les territoires, en termes de politique des publics, en termes d'exposition, de renouveau culturel, etc. On essaye aussi d'avoir plus de solidarité entre les sites dans la construction des projets et dans la gestion des sites. Et notamment, ça a permis de créer un certain nombre de services transversaux. Nous avons un service des publics qui définit une politique des publics à l'échelle de l'établissement et pour chacun des sites. Et un service parc et jardin. Donc c'est 2 personnes, hein, c'est un ingénieur paysagiste et un ingénieur horticole, moi-même, qui vont définir les politiques d'aménagement de ces 5 parcs, puisqu'il y a un parc sur chacun de ces sites. Et 3 de ces sites ont des collections. Donc on reviendra sur ceux qui ont des collections. Je vais rester sur celui-là. En bas, vous avez la frise qui vous présente les 5 sites. Donc rapidement, de gauche à droite, vous avez l'abbaye de Daoulas avec une collection de plantes médicinales. Puis le château de Kerjan, un château Renaissance, où ce sont essentiellement des arbres, il n'y a pas de collection, c'est des arbres et des espaces enherbés. Le manoir de Kerno, qui est consacré à la pomme et aux fruits en général. L'abbaye du Rélec, qui est dans les Monts d'Arrée, où il n'y a pas de collection, c'est des espaces plutôt naturels. Et enfin, le château de Trévarez, donc un château de belle époque, avec des collections de terre de bruyère. Donc l'abbaye de Daoulas est un site patrimonial. Tous nos sites sont des sites patrimoniaux. Il a été acheté en 84, donc c'est relativement récent. Dès le début, ça a été un centre d'exposition ethnologique. Donc ça, c'est important. Cet aspect d'exposition culturelle est dans l'ADN même de Daoulas. À partir de la fin des années 80, a commencé à se constituer un jardin de simple, d'inspiration médiévale, comme il s'en créait beaucoup à ce temps-là. On est à peu près à la même époque que Fontevraud, etc. Qui a été créé ex nihilo. Auparavant, c'était un potager qui servait à nourrir l'école catholique qui est à côté. Donc il n'y a pas de tradition sur l'abbaye de production de plantes médicinales. C'est vraiment quelque chose de très récent. Donc il est composé de 2 terrasses. La terrasse basse, c'est la pharmacopée de l'Ouest, la pharmacopée traditionnelle bretonne, populaire, on va dire, avant l'interdiction des herboristeries. Et ensuite, vous avez une deuxième terrasse qui est composée sur la pharmacopée des 5 continents, plus un carré sur les plantes toxiques et un carré sur les plantes médicinales menacées.
Donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc de 2013 à 2016, le parc a été complètement remanié. Alors on voit complètement à droite pour vous le jardin de Simple. Et de l'autre côté, en violet, là vous avez la salle d'expo. Et entre les deux, il y avait une grande peuplerée et un grand espace en herbe. Les peupliers arrivés en fin de vie, on les a abattus et donc on a créé le jardin des arbres médicinaux qui permet aujourd'hui de connecter le centre d'exposition et le jardin de Simple et d'avoir un ensemble beaucoup plus cohérent. Alors la particularité, c'est que toutes les plantes qu'on a installées dans le parc ont une vocation médicinale, des usages médicinaux avérés, théoriques, il y a énormément de sujets, mais ils sont organisés de façon exclusivement ornementale. Le fait que ça soigne le système nerveux ou le foie, ou des choses comme ça, on s'en fiche dans l'organisation des plantes. Après, on va le valoriser à travers des circuits, c'est de la valorisation. Donc on a quand même une collection de 750 taxons médicinaux, mais quand on entre dans le parc, ce qu'on voit, c'est un parc ornemental. On n'a pas l'impression d'être dans des collections. Et ça, c'est une volonté. Donc on a une approche qui est culturelle. Comme je le disais, on est un établissement culturel et pas scientifique. Donc nos thématiques sont des thématiques transversales. Par exemple, on va avoir la croyance dans le soin, avec les effets placebo, les questionnements autour de l'homéopathie, le chamanisme. Enfin, on va aborder tout un tas de thématiques à travers les collections. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, les collections sont des collections, au sens strict. On a les inventaires, on a la traçabilité, etc. Mais on ne fait pas de la collection pour le plaisir de la collection, c'est ce qu'on va en tirer, c'est la façon dont on va l'exploiter qui fait notre valeur ajoutée. Donc on a un projet scientifique pour l'abbaye d'Aoulas qui va détailler un petit peu les grandes thématiques qu'on va souhaiter développer à peu près sur les 25 prochaines années. On a de la chance, on est soutenu à la fois dans l'établissement et par les politiques, et on peut travailler sur Pour nous jardiniers, c'est du court terme, 25 ans. Mais pour les politiciens, c'est du très long terme, c'est la lisière de l'infini. Mais on a des validations aujourd'hui sur ces sites-là, à 25 ans, donc on n'a plus à revenir auprès de l'ABF pour valider la plantation d'un sapin, on n'a plus à revenir auprès du Conseil général pour créer un nouveau chemin, etc. On a notre projet à moyen terme. Alors quelques photos de plantes vite fait. Donc, toutes ces plantes-là ont été choisies en s'articulant sur un triptyque de type ethnologique. C'est la plante, la santé et la culture. C'est-à-dire en fonction de la culture, en fonction de l'époque, en fonction du lieu, comment est-ce qu'on envisage la notion de santé? Qu'est-ce que c'est la santé? Pour la médecine chinoise et pour la médecine occidentale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et comment on va utiliser les plantes pour garantir cette santé, soit pour se soigner, soit pour prévenir les problèmes à venir. Donc bon, on a plein de sujets, j'en reparlerai en privé si vous souhaitez développer. Bon, il y a les grandes maladies du XXIe siècle, la place de la croyance dans le soin, je l'ai déjà évoqué. Des histoires de famille, par exemple les familles chimiques et familles botaniques, berbérine et berbéridacées. Comment on va retrouver les mêmes molécules plus ou moins dans la famille, et puis comment on va les retrouver dans d'autres familles. Le rôle des 5 sens dans l'identification des propriétés médicinales, alimentation et santé, les alicaments et puis le régime alimentaire, et la cosmétique, en quoi le fait de se prémunir du vieillissement et de la santé ou pas, par exemple. Donc voilà, ça c'est un petit éventail très rapide de quelques-unes des thématiques qu'on va développer à Daoulas. J'ai sauté des morceaux. Voilà. Alors la particularité d'Aoulas aussi, c'est qu'on intègre dans les plans de gestion différenciés toutes les plantes médicinales indigènes de cueillette. Donc on a une thématique sur plantes domestiquées, plantes exotiques, et de l'autre côté, les plantes de cueillette. Donc voilà le manoir de Kerno, donc un manoir agricole du 17-18e siècle à peu près. Dès l'acquisition en 1990, on a planté un premier petit verger de pommes à cidre à partir des variétés du terroir. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Mais donc le projet culturel de Kerno, on va essayer d'aller vite. Donc vous voyez ici les implantations des vergers autour du manoir. Donc le projet culturel de Kerno était centré autour de la parole. Et donc nous, on l'a développé sous forme de convivialité. Et on crée à Kerno ce qu'on appelle un jardin de bouche. Donc à la fois, c'est un jeu de mots entre la bouche alimentation et la bouche parole. Et donc on a
deux grandes moitiés du parc. Une moitié qui est le jardin de bouche pour l'homme, avec les fruits, l'alimentation, etc. Et le jardin de bouche pour la faune, avec les bocagères, les boisements, les prairies humides, etc. À Carnot, on a poussé très très loin la gestion écologique. On a de l'éco-pâturage, on a des inventaires permanents de la flore, de la faune, etc. Notre objectif étant d'avoir un parc qui est un jardin, mais un jardin naturel, fonctionnel, un écosystème complètement fonctionnel, à tel point qu'aujourd'hui, Carnot est un site référence pour la protection du campagnol amphibie. On a le groupe mammalogique breton qui vient régulièrement pour montrer les dispositifs de gestion qui peuvent permettre de sauvegarder cette espèce qui est maintenant en liste rouge des espèces menacées. Donc voilà, hop, un petit aperçu des petites collections du manoir de Carnot. Donc c'est des collections qui sont en train d'évoluer très rapidement puisque le schéma directeur d'aménagement paysager a été validé en 2017. Donc on a à peine commencé à planter et puis donc on a 10 ans de plantation devant nous à peu près. Donc on est aujourd'hui à 200 taxons grosso modo, quasiment que de la pomme, hein, et on va enrichir avec tout un tas d'autres choses. Alors là encore, on a un projet scientifique et aussi un projet culturel où on va essayer d'étudier les relations qui sont à la fois compliquées mais qui sont inévitables entre l'homme, la culture artificielle et le milieu naturel. Donc on a les interactions avec les insectes, hein, les auxiliaires, les ravageurs, la pollinisation, on a évidemment des ruches à Carnot. Et donc on va essayer de valoriser auprès du grand public toutes les méthodes alternatives de gestion qui vont permettre de travailler avec la nature au lieu de travailler contre la nature, de toujours vouloir artificialiser, toujours plus faire propre avec les espaces minéralisés, etc. Ça n'a pour nous aucun sens. Donc on essaye de trouver, à travers l'utilisation des végétaux, de nouvelles façons de s'en sortir. Alors on va beaucoup insister aussi sur les aspects sensoriels à Carnot. On est vraiment sur de la convivialité, on est sur des espaces qui sont extrêmement fréquentés, c'est un parc qui est ouvert. Daoulas et Trévarez sont soumis à billetterie, mais Carnot c'est ouvert. On a à peu près 120 000 visiteurs par an. Pour un tout petit parc qui est au milieu de la campagne, c'est quand même pas si mal. Et donc on renforce vraiment les plus-values qu'on peut avoir sur ce site-là. Alors le site le plus spectaculaire de l'établissement, c'est le château de Trévarez. Donc c'est un château qui a été construit à la Belle Époque, terminé en 1907, bombardé en 1944. Donc le château est complètement à l'abandon, il est en déshérence jusqu'en 1968. Lorsqu'il est racheté par le Conseil général, cette ruine-là, il est à peu près clair qu'elle ne sera jamais réhabilitée. Et on va créer un parc floral. Vous avez vu tout à l'heure, le parc floral de Paris a été créé en 68. Le parc floral de Trévarez a été créé entre 69 et 71. Donc on est vraiment dans cette grande période, avec le parc de la Source aussi. Donc à l'époque, on va planter plusieurs dizaines de milliers de bulbes chaque année. On va installer de nouvelles collections. Et notamment, on va s'appuyer sur les rhododendrons et les camélias centenaires pour enrichir les collections de plantes de terre de bruyère. On ne va pas s'embêter, on va aller en Angleterre, chez Illier par exemple, on prend tout le catalogue et puis on plante ça en randonnion et survive qui pourra. La particularité de Trévarez, c'est qu'en 1987, en octobre 1987, nous sommes frappés par un ouragan. Il n'y a pas d'autre mot. Un tiers des arbres est par terre, un tiers des arbres est définitivement abîmé. Ça ouvre des grandes clairières et on a un projet de réhabilitation. Et du coup, le parc est réaménagé en saison, avec une collection majeure pour chaque saison. Donc vous voyez ici la collection de camélias, la collection de rhododendrons et la collection d'hortensias, donc hiver, printemps et été. Ce qui nous permet, dans un parc de 85 hectares avec 11 km d'allées, de proposer des petites boucles de 1 à 3 km maximum à chaque saison. Donc si le visiteur revient tous les mois, il a une nouvelle boucle qui lui est aimablement conseillée. Évidemment, il est libre, mais bon, il risque d'un petit peu de se perdre sinon. Voilà. Une des particularités de Trévarez, c'est que c'est un parc floral. On a un gestionnaire de collection. De mon point de vue, il faut planter au moins 5000 camélias, 10 000 rhododendrons, etc. Donc voilà, moi je plante. De l'autre côté, vous avez le régime forestier. Trévarez est soumis au régime forestier depuis 1974. Donc du point de vue de l'ONF, c'est une forêt domaniale. Donc il faut virer tous les rhododendrons et les camélias qui sont des mauvaises herbes et planter de l'épicéa sitka et du hêtre. Du point de vue de l'établissement public de coopération culturelle, c'est un site touristique, un site culturel avec des expositions, avec des œuvres d'art chaque année, etc.
Donc bon, les collections, oui d'accord, ça fait un joli écrin, ça fait de la fleur, c'est mignon, mais le tout c'est d'avoir du Jeff Koons devant le château. Du point de vue Natura 2000, nous sommes dans la zone Natura 2000 Vallée de l'Aulne. Donc les camélias et les rhodos sont des plantes exotiques, il faut tout arracher, il faut planter du houx, de l'if, etc. On a une colonie d'importance européenne de grands rhinolophes, donc une chauve-souris qui vit dans le château. Et donc on doit gérer le parc, notamment les couvertures arborées, les voûtes arborées, pour avoir les continuités écologiques vers la vallée de l'Aulne, etc. Donc pour maintenir cette colonie. Nous sommes inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Heureusement, nous avons échappé au classement, de peu. Mais l'intégralité du site, aujourd'hui, est inscrite, le parc compris. Donc, en théorie, pour planter un camélia, je dois avoir l'autorisation de l'ABF, puisque je suis inscrit. Donc, heureusement, on s'est sauvé. On a créé donc un schéma directeur d'aménagement paysager, donc là aussi pour une période de 25 ans, qui a été validé par le propriétaire, le conseil général, par l'établissement public, par l'ABF, par tous les acteurs qui pouvaient être concernés. Donc maintenant, pour 25 ans, on sait exactement où on va. On a les grands principes directeurs. Le grand principe directeur étant l'évocation historique. Trévarez a longtemps jonglé entre c'est un patrimoine historique, on va refaire exactement comme c'était en 1907, et ce qui était en 1907, c'était nul, on rase tout et on fait quelque chose de moderne. Et donc, de temps en temps, on rasait, de temps en temps, on construisait à l'identique, ainsi de suite, on jonglait un petit peu entre les deux, jusqu'à peu près fin des années 90, où on a mis en place l'évocation historique, donc on garde les grandes structures, les grands points de vue, on valorise la belle époque et la mise en scène du château, mais on l'adapte à la réalité actuelle. On ne parcourt plus les allées en voiture. Maintenant, on a 120 000 visiteurs à peu près qui parcourent les allées à pied. Donc, on n'a pas le même rythme, on n'a pas les mêmes séquences dans la visite. Donc, on en tient compte dans la gestion des collections. Alors, ces collections ne sont pas des collections pour le plaisir d'avoir plein de camélias, même si c'est super les camélias. C'est pour la mise en scène des visites et c'est surtout un projet culturel. Donc là encore, on a des thèmes transversaux. Donc voilà quelques-unes de nos plantes de terre de bruyère. Notamment, en bas au milieu, vous avez quelques-uns des rhododendrons centenaires de Trévarez. Donc ça c'est Broutonie, ça fait une dizaine de mètres de haut à peu près. Donc aujourd'hui, on a à peu près 2000 taxons de plantes de terre de bruyère, 750 camélias, 600 rhododendrons. Et notre but, c'est d'avoir une histoire à raconter sur chacune de ces plantes. Le but, c'est vraiment de pouvoir valoriser toutes les plantes à travers un éclairage culturel. L'aspect scientifique, la taxonomie, etc. vient en second. Il est présent, hein, on peut parler de botanique à Trévarez quand même, sachant que c'est une collection qui est beaucoup composée de cultivars, c'est de la botanique aussi, mais un petit peu différente. Et donc voilà, ça reste très systématique. Hein. La collection, c'est camélia, rhododendron, cornouiller, érable japonais, etc. Mais avec un éclairage un petit peu particulier. Donc ce travail a commencé dès 2006. Aujourd'hui, on commence à en recevoir les fruits. Donc on est collection nationale pour les cultivars du genre rhododendron, collection agréée pour les cultivars de camélias et collection agréée pour les camélias botaniques. Juste un petit mot pour dire que ces deux labels sont deux outils un petit peu différents l'un de l'autre pour nous. Les deux collections agréées n'ont pas le même avenir. Pour nous, les camélias botaniques, c'est un tremplin pour éventuellement se développer, devenir collection nationale. Par contre, les cultivars resteront collection agréée. On n'a pas du tout l'intention de passer en collection nationale. Donc si vous vous posez la question pour vos collections à vous, vous pouvez envisager les deux complètement séparément, il n'y a pas de problème. Nous sommes également jardin d'excellence pour la Société internationale du camélia. Donc c'est une quarantaine de jardins dans le monde qui sont des jardins de référence internationale, donc avec Nantes aussi. Nous participons au label rouge sur le camélia. Donc ça, c'est l'ouverture au monde de l'entreprise. Depuis la création du parc floral, depuis les années 60, il y a toujours eu des échanges entre les pépinières finistériennes et trévaraises. Et aujourd'hui, donc, on abrite une petite collection de camélias qui sert de référence dans le cadre de la mise en place de ce label rouge. Et donc Trévarez a été membre fondateur des sociétés bretonnes du camélia et des sociétés bretonnes du rhododendron et continue de participer un petit peu à toutes les activités autour des plantes de terre de bruyère dans ce secteur. Vous me jetez des tomates hein, si ça va trop vite ou si c'est trop long. Alors, des outils pour des projets cohérents. Je l'ai dit, on a 5 sites. Au départ, on avait 5 philosophies radicalement différentes. C'était très très difficile dans un premier temps de mettre tout le monde autour de la table, d'avoir des projets communs. Mais grâce aux services transversaux, comme le service des parcs et jardins, on a pu mutualiser
un certain nombre de ressources, des équipements, du personnel, et on a pu avoir une perception beaucoup plus homogène de ce que peut être un jardin, de ce que peut être un parc, etc. aujourd'hui, à travers, dans un premier temps, les plans de gestion différenciés. Donc, sachant que dans le Finistère, les plans de gestion différenciés, ce n'est pas uniquement des niveaux d'entretien, c'est surtout de la gestion écologique, c'est suivre l'évolution des milieux, et donc c'est des choses qui changent tout le temps. Le plan de gestion différencié il doit être réévalué quasiment tous les 2 à 3 ans, on va dire, en fonction de la réaction des prairies, enfin des différents milieux. Mais ce plan de gestion différencié, comme il est très évolutif, très malléable, il ne permet pas de donner le cap à moyen ou long terme. Donc c'est là qu'on est passé sur le schéma directeur et la gestion des projets scientifiques et les méthodes de gestion des collections. Alors gestion des collections, j'en ai parlé un petit peu hier pour ceux qui étaient dans l'atelier, donc je remets une couche pour ceux qui n'étaient pas là. Donc on a mis en place quelques outils. Il faut savoir que dans les 3 collections, il n'y avait rien du tout. En termes d'inventaire, en termes de plans, etc., on n'avait rien. Donc on a maintenant un cahier d'entrée, une base de données, les plans numériques des collections, ce qui nous permet d'avoir une vraie traçabilité. Donc là encore, si vous avez des questions, on verra ça plus tard. Les projets scientifiques. Donc sur les 3 collections, on a des projets scientifiques qui soit sont déjà validés, soit sont en cours de validation. Alors ça, je vous conseille fortement de vous lancer dans des projets scientifiques, même si vous avez une toute petite collection personnelle, parce que c'est une démarche qui vous fait faire le point sur tous vos enjeux, qui vous permet de réfléchir réellement à ce que vous avez dans votre jardin et ce que vous avez l'intention d'en faire. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas inintéressant. Avec donc dans le cas de l'EPCC, tous nos projets scientifiques ont quelques points en commun. Donc c'est la complémentarité entre les 3 collections à travers des rapports de l'homme au végétal. Donc on a l'alimentation, le soin et le décor en fonction des 3 sites. Et la primauté du culturel sur le scientifique, toujours. On a un établissement culturel et donc on assume le fait que ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'histoire, les anecdotes, la culture, les savoir-faire, voilà, une transmission de quelque chose. Ensuite, on a la transversalité des thèmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, une collection qui soit strictement éricacée, c'est sympa pour moi, mais pour le public, ça ne va pas beaucoup lui parler. Par contre, si je commence à lui faire goûter les myrtilles, là, ça va lui parler beaucoup plus. Donc, voilà, on a une approche un petit peu outil de médiation. Quand je vais planter un camélia, je réfléchis tout de suite, qu'est-ce que mes médiateurs vont en faire? Puisqu'à Trévarez, on a une équipe de médiation de 4 médiateurs à peu près. Donc, est-ce qu'on peut faire des visites guidées? Est-ce qu'on peut faire des ateliers? Voilà, tout ce qu'on peut en développer derrière. Ensuite, on a l'intégration de la flore indigène dans les collections pour Daoulas ou dans le paysage. Par exemple, à Trévarez, on a un inventaire des bryophytes et des lichens. Alors, pas que à Trévarez, sur tous les sites. Et donc, on a, si je me souviens bien, ça doit être 3 espèces nouvelles pour la France, 6 espèces nouvelles pour le massif armoricain, juste parce qu'on a commencé à regarder d'un peu plus près les mousses et les lichens. Donc ça aussi, dans vos sites, ça peut être intéressant. On n'y pense pas forcément. C'est vrai que les jardiniers me tannent tous les ans pour mettre du démoussant sur les azalées caduques parce qu'il y a des lichens, des mousses, etc. Et en fait, on a des espèces rarissimes qui poussent en épiphyte sur ces azalées caduques. Donc il n'en est pas question. Donc ça, c'est aussi un travail de formation en interne. Les jardiniers, quand ils arrivent chez nous, souvent, ils veulent passer du désherbant, ils veulent passer tout minéral, on arrache toutes les plantes et puis ça fera propre. Et donc, nous, on doit ensuite leur faire comprendre qu'on est dans un milieu vivant, que les plantes, c'est important, que c'est ça qui va faire le paysage et qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement aux plantes cultivées, aux plantes du jardin, mais il faut regarder aussi les mauvaises herbes. À tel point qu'à Daoulas, on va maintenir volontairement les adventices dans des proportions raisonnables lorsqu'on a des choses à raconter. Parce qu'il y a une quantité d'adventices qui sont des plantes médicinales, le plantain, la véronique, etc. Donc il faut qu'on ait tout le temps quelques coquelicots, quelques machins qui traînent à droite à gauche pour pouvoir parler de ces plantes-là. Donc voilà pour les projets scientifiques. Donc les schémas directeurs d'aménagement paysager, ça aussi c'est très très lourd. Mais voilà, c'est très très intéressant et ça permet de faire le point sur un certain nombre de problématiques. Je vous ai parlé tout à l'heure, le conservatisme, un petit peu, on est dans des monuments historiques, il faut, s'il y a un araucaria à 30 mètres, il faut avoir un araucaria à 30 mètres. Il faut qu'il fasse 10 mètres parce qu'il faisait 10 mètres, donc il ne faut pas qu'il pousse, il ne faut pas replanter un nouveau, etc. Ça,
Bon, c'est le principe monument historique, on va dire. Et donc on a ensuite le problème des collections végétales en tant que collection. Nous, elles sont vraiment au service de l'aménagement. Là, par exemple, c'est le manoir de Kerno, avec le jardin de bouche pour l'homme et le jardin de bouche pour la faune. Toutes les collections que je vais introduire à Kerno vont servir le principe paysager. Ils vont servir un propos très spécifique sur la place de la chevêche d'Athéna dans les vergers, par exemple. Ben, tu vas avoir des collections qui vont favoriser l'implantation de la chouette chevêche, parce que c'est un de nos objectifs prioritaires. Donc on a un dialogue permanent entre les écologues, les gestionnaires de collections, les paysagistes et évidemment les équipes, le directeur du site, les jardiniers, etc. Heureusement, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, on a parlé du problème de changement politique. Pour l'instant, c'est relativement stable, on est très bien suivi. Bon, bah, évidemment, on est un établissement public financé essentiellement par notre propriétaire. Donc, si notre propriétaire nous coupe les vivres, on va avoir un problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On a un très très bon soutien et on croise les doigts. Mais le projet scientifique, le schéma directeur et la valorisation, c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des assurances. À partir du moment où on est droit dans nos bottes, où on a été très clair sur nos objectifs à long terme, où on est clair aussi avec le public, où on va valoriser nos collections, eh bien, la fréquentation augmente. Trévarez, en 2010, c'était 50 000 visiteurs par an. Trévarez, en 2018, c'était 120 000 visiteurs par an. Alors, évidemment, c'est une petite portion qui s'intéresse aux collections en tant que collection, mais si tout le monde revient à Trévarez, c'est parce qu'ils ont été impressionnés par les camélias, les azalées, etc. Ils se disent « je veux en voir plus », donc on revient. Et ensuite, on a un équilibre qui se met en place entre le côté exotique et l'indigène. Donc nous, on essaye de rester le plus ouvert possible, mais au bout d'un moment, quand une plante invasive est une plante invasive, il faut l'éliminer. Donc on a des programmes d'éradication du rhododendron pontique en particulier. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, ça doit paraître complètement étonnant d'éradiquer un rhododendron, mais dans le Finistère, c'est une invasive majeure. Un discours qui est difficile à comprendre, effectivement, parce que dès qu'on est dans le Morbihan, il n'y a plus de problème avec le pontique. C'est vraiment que dans le Finistère. Et puis, si vous allez en Irlande, vous allez rigoler aussi. Irlande, Pays de Galles, enfin toutes les zones atlantiques. Donc là, on est vraiment sur de la gestion dure. On est sur de l'arrachage et on revient tous les 3 ans à arracher tout ce qui repousse, etc. Alors qu'en 2000, les gens venaient voir les pontiques. Ils disaient, ça, c'est le rhododendron breton, on va aller à Trévarez, il va y avoir des fleurs violettes partout, ça va être super. Dès qu'ils voient un jardinier en train d'arracher un rhodo, mais qu'est-ce que vous faites, criminel? Donc voilà, il y a beaucoup de pédagogie à mettre en place, mais c'est bon, bah, c'est un défi, c'est intéressant. Et là encore, c'est assumé, on est soutenu, bon, on continue. Mais tout ce qui est exotique n'est pas forcément négatif, même si ça se ressème. On a actuellement une trentaine de semis spontanés entre les Rhodogryphicianum, les Camellia japonica, etc. Bon, bah, là, on suit un petit peu ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de souci. Donc on les laisse se développer gentiment pour le moment. Voilà. Bon. En conclusion, ce qui nous importe à nous, donc, c'est connaître et faire connaître et d'avoir des histoires à raconter. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je ne tiens pas très bien mon micro. Ça implique d'être assez solide en termes de connaissance des plantes. C'est la base. On disait tout à l'heure, les collections, c'est poussiéreux, etc. Sauf que si on n'a pas des collections solides, si on ne connaît pas sur le bout des doigts l'origine des plantes, qui l'a obtenue, quand, pourquoi, la duchesse de Rohan, pourquoi duchesse de Rohan, voilà, tous les noms des plantes, tout ça, c'est énormément de travail, évidemment. Mais vous pouvez raconter ensuite des histoires. Et dès que vous commencez à raconter des histoires au public, vous l'accrochez. Quand je fais une visite de la collection de camélias, en général, ça dure 4 heures, même avec du grand public, avec des enfants, etc. Les gens arrivent à tenir parce que y a toujours des rebondissements, il y a toujours du suspense. Les schémas directeurs d'aménagement paysager, c'est aussi ça, c'est construire un synopsis, construire une façon de raconter des histoires, de mettre en scène, de scénariser un certain nombre de promenades, un certain nombre d'aménagements. Donc ici, on a quelques-uns de nos outils. Donc on a les festivals de plantes. Donc ça a été le grand renom de Trévarez depuis les années 80. Bon, c'est un petit peu moins important aujourd'hui.
En haut à droite, c'est le La Botanique. Donc, c'est une ancienne serre à raisin qui était patrimoniale, qui était complètement à l'abandon jusqu'en 2014, et dans laquelle on a maintenant des modules pédagogiques sur la botanique des plantes de terre de bruyère. Donc, la reproduction, les mécanismes d'invasion, l'origine des plantes, le voyage des plantes, tout ça. Enfin, voilà. Il y a une douzaine de thèmes comme ça, sur des dispositifs ludiques. Le but du jeu, c'est vraiment que les enfants jouent. Par exemple, il y a une espèce de... comment ça s'appelle ce jeu-là, où il faut mettre les mains sur des ronds de couleurs, vous tirez au sort des couleurs. Donc là, on construit des collections. Vous avez une roue, vous choisissez de vous faire une collection de fleurs bicolores, une collection de camélias, une collection de rhododendrons, et donc vous devez ensuite jouer. Donc ça, les enfants adorent ça. Donc ensuite, vous avez les outils vraiment bruts de décoffrage, l'étiquette. Moi, je déteste les étiquettes. J'en ai déjà dit à quelques-uns. Pour moi, s'il n'y avait pas d'étiquette dans le jardin, ce serait encore mieux. Sauf que quand je viens ici, il n'y a pas d'étiquette et je suis extrêmement frustré. Mais je préfère largement avoir des applications numériques, par exemple. Donc, comme celle que vous avez en bas à droite. Donc ça, c'est la réalité augmentée sur la reconnaissance des étiquettes. Donc, qui est en train de se mettre en place à Trévarez. Donc, c'est sur la reconnaissance des étiquettes. Donc, il faut avoir une étiquette, malheureusement. On n'a pas réussi à avoir d'outils géoréférencés parce que sous les arbres, le GPS, ça passe pas. Donc quand on est à 15 mètres près, sur les camélias encore, on peut arriver à s'en sortir. Sur les bruyères, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et puis alors, si on avait des vivaces, ce serait complètement ingérable. Donc voilà, malheureusement, on teste des nouveaux outils et puis on essaye de trouver ce qui fonctionne le mieux. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est publication, atelier, visite guidée, etc. Donc surtout, la valorisation, c'est ça vraiment l'objectif numéro 1 pour nous de ces collections. Donc c'est vraiment quelque chose pour quoi je milite et qui me tient à cœur. Bien, je vous remercie.